vivons en Algérie une période historique, il n'y a aucun doute, qui était tout à fait prévisible du fait qu'une génération qui a succédé, disons, qui a pris le destin de ce pays-là à l'aube de l'indépendance et qui, biologiquement, était à bout de souffle. Donc il est normal que les processus de succession soient particuliers, c'est tout à fait prévisible. Ce qui était moins prévisible, c'est que voilà, ça génère beaucoup de questionnements, c'est pas aussi ordonné qu'on le croirait, c'est pas prévisible, et ça pousse à beaucoup d'interrogations sur l'avenir. L'avenir de ce pays-là, de 44 millions d'Algériens, mais aussi l'avenir des partenariats avec différents pays européens et puis du monde, les États-Unis, la Chine, la Russie, tous les pays d'Afrique. Je ne sais pas comment vous voulez aborder le sujet. Est-ce que. Alors, bon, globalement, cette période historique aujourd'hui pose les jalons d'un changement de système politique, il n'y a aucun doute. Nous vivons actuellement une révolution qui émerge, qui n'est pas encore totalement dans l'esprit des révolutions qu'on a connues dans l'histoire de l'humanité, qui émerge par la nature même des moyens qui ont permis à l'émergence de cette jeunesse-là de s'exprimer. Donc on est dans un monde de la communication instantanée, de Facebook, des réseaux sociaux, et donc il y a beaucoup de choses qui s'échangent, et beaucoup d'espoir et de messages qui se transmettent très très rapidement. Et donc cette génération qui, face à une équation qui était totalement inacceptable, celle d'un homme très âgé et qui, très malade, voulait succéder, ou en tout cas on voulait qu'il succède à lui-même, dit non. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Cette génération dit non, c'est pas possible, pour plusieurs raisons tout à fait claires pour tout le monde, pour l'esprit le plus simple, ou le plus rationnel, ou le plus complexe. Un homme malade ne peut pas continuer à diriger ce pays-là. Et donc ensuite, toute la complexité de la situation, c'est de savoir comment cette jeunesse qui s'exprime peut ensuite générer des espoirs, construire un projet, dans quelle direction, quels sont les systèmes de gouvernance qui vont être mis en place à la suite de cette phase-là. C'est un peu l'équation politique qui se joue aujourd'hui et qui va se jouer probablement pendant plusieurs années. Nous avons vécu hier un événement qui est le retour d'un président qui est très très malade, avant-hier, on était dimanche. Et donc, il a fait des propositions de réforme, je dirais, de changement de système. On va voir comment elles vont être accueillies. Les jeunes n'ont pas encore totalement digéré ces propositions-là. On va voir comment elles vont être accueillies. Probablement, il y aura un temps pour une partie qui, de toute façon, a envie de changer les choses, de dire non. Et puis une autre partie de la population qui va peut-être se dire que c'est une occasion assez historique où on nous dit vous avez la parole, proposez-nous des choses. Il y a une nouvelle constitution qui était appelée par des générations et des générations d'Algériens, et qui est finalement le fondement du mouvement national algérien. Depuis 1936, un des fondements de l'étoile nord-africaine et puis ensuite du PPA était la constituante, donc la possibilité pour le peuple d'élire une constitution et une constituante et de formuler un système de gouvernance. C'est des choses qui peuvent aussi se mettre en place. Donc il y a la proposition actuellement qui a été formulée hier par un président et son entourage de faire une réforme constitutionnelle qui passera en référendum, et puis il y a une autre proposition de dire probablement nous voulons reprendre en main totalement ce destin et élire une assemblée constituante sur la base classique
de la pure démocratie où les gens élisent un mouvement constituant qui réfléchit sur les équilibres de pouvoir, qui réfléchit sur les contre-pouvoirs, la gouvernance, ces sujets éternels dans tous les pays. Et chaque pays a vécu par des phases où la gouvernance s'est représentée à travers, et les contre-pouvoirs se sont représentés à travers un certain nombre d'institutions. Donc globalement, voilà, moi ce que je voulais transmettre comme, je dirais, mais c'est sûr que vous allez avoir une foule de questions. Si vous permettez, j'ai deux questions d'ordre très différentes. Vous parlez de la Constitution, je ne vous connais pas. Est-ce qu'elle est, non pas proche, mais au moins similaire à notre Constitution? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qui est tout à fait différente, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour au pouvoir? Je sais qu'ils participent aujourd'hui, mais les islamistes. Voilà. Alors, on considère un peu aujourd'hui que le système constitutionnel est quand même celui qui fonde les institutions, qui fonde les équilibres de pouvoir. En réalité, en Algérie, la constitution... voilà, donc... elle existe, elle a existé d'ailleurs, il y a eu à l'indépendance de l'Algérie une volonté d'un processus constituant qui a été avorté en 1963, qui a été repris dans le cadre d'une dictature pour pouvoir faire mettre un certain nombre de fondements qui n'étaient pas nécessairement le rapport des institutions entre elles et l'équilibre des pouvoirs, hein, qui était en 1976. Il y a eu une constitution en 1989 qui était une très audacieuse constitution libérale qui a été faite par Mouloud Hamrouch, qui a institué le multipartisme, qui a institué un certain nombre de libertés fondamentales. Et puis ensuite, il y a eu une constitution en 1996, qui a été celle qui a été issue du général Zaloual, qui était le président, et de son entourage, qui voulait instituer quelque part certains équilibres dans cette constitution très très libérale, monochambre, et donc certains équilibres vis-à-vis du bicaméralisme, et d'autres, un présidentialisme un peu plus assumé. Et puis Bouteflika, on a réformé 3 fois la Constitution pour instituer un pouvoir extrêmement présidentiel, très fortement présidentiel, à tel point qu'aujourd'hui, il n'envisage même pas, lui ou son entourage, de transmettre autant de pouvoir à une autre personne. C'est probablement l'une des questions qui se pose aujourd'hui quand on a une constitution qui donne autant de pouvoir à une personne. Comment voulez-vous, quelle difficulté de choisir cette personne-là? Oui. Il y avait 2 questions. Sur les islamistes, le risque de... Vous savez, moi je ferai la différence, je dis ça peut-être de manière un peu utopique, hein, moi je ferai la différence entre le conservatisme d'essence religieuse et l'islamisme politique. Si on voyait le conservatisme religieux comme étant la volonté de vivre sous une tradition, sous je dirais un socle moral qui est issu d'une religion avec ses vérités, oui, elle est majoritaire. Si on voyait l'islamisme comme l'expression de la religion, comme je dirais, fondement de l'action politique, je ne suis pas convaincu qu'en Algérie, elle soit aujourd'hui en tout cas majoritaire. Elle n'était pas d'ailleurs en 1992. Hein. Le fils avait gagné avec 30% des voix dans un système majoritaire. Donc elle n'était pas en 92, je ne crois pas qu'elle le soit aujourd'hui. Donc après, bien évidemment, tout dépend de la représentation d'un mouvement, du charisme de ses représentants, et puis de la capacité ensuite de convaincre, comme toujours en politique. Mais je ne crois pas aujourd'hui que dans la société algérienne, il y a un retour, en tout cas, vers le fondamentalisme le plus, je dirais, le plus caricatural. Il y a peut-être un islamisme politique qui accepte le jeu démocratique, qui accepte l'alternance, qu'on observe en Tunisie, au Maroc, qu'on observe dans d'autres pays arabes et musulmans. Mais probablement pas un islamisme qui dit une fois que j'ai le pouvoir, avec la démocratie. Oui. Oui, il y a une lecture assez pessimiste
des événements qui viennent de se passer, à savoir que le gouvernement en place contrôle absolument le processus et surtout contrôle le calendrier. Et donc pour l'instant, il me semble que rien n'est gagné, dans la mesure où toutes les cartes sont dans la main du pouvoir, et pour l'instant, il n'y a aucun engagement de date, il n'y a aucun engagement précis qui a été pris, et donc pour l'instant, la victoire de l'opposition est purement théorique. Bon, je comprends très bien votre question. J'aimerais déjà juste peut-être donner certains éléments d'appréciation. Quand on parle d'opposition, on parle de quoi en réalité? Donc l'opposition au pouvoir actuel. C'est pas si simple que ça. Je dirais, vous savez, dans un système institutionnel, vous avez l'opposition au pouvoir qui représente finalement dans un système où vous avez une démocratie, vous avez une élection, ceux qui construisent en fait une majorité ou à partir d'une opposition. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui dans l'opposition en Algérie, il y a des oppositions historiques qui sont très très respectées, très respectables, qui peut-être ont eu des difficultés à parler à la jeunesse. Parce que c'était une autre génération, donc aujourd'hui il y a peut-être pour parler à la jeunesse un vrai vide institutionnel, un vrai vide dans l'offre politique, et c'est peut-être une raison pour laquelle la jeunesse a dit bon bah il n'y a personne qui me représente, cette opposition ne me représente pas, donc moi je réclame autrement le changement. Après, comme tout processus de changement, je dirais encore plus dans un processus révolutionnaire, il n'y a aucune garantie, vous ne pouvez pas attendre d'un pouvoir qui vous disent bon, bah écoutez, je vous donne les clés de la maison, voilà, bon, allez, dans 6 mois, dans 1 an, enfin, ça se passe jamais comme ça. Donc, le mieux c'est qu'il y ait un processus de négociation qui s'opère, c'est le mieux. À partir du moment où il y a des véritables forces de changement à l'intérieur du système du pouvoir, et il semble justement aujourd'hui qu'il y a des forces de changement à l'intérieur du pouvoir. De toute façon, aujourd'hui, ne serait-ce que le changement du président, mais la question se pose en termes du changement de système politique. Donc aujourd'hui, il y a des forces du changement qui sont à l'intérieur du pouvoir, et il y a des forces du conservatisme qui sont à l'intérieur du pouvoir. Et je dirais exactement la même chose de l'opposition. Il y a des forces du changement, comme il y a des forces, une opposition qui représente finalement une force de conservatisme, qui, vis-à-vis du système passé, dit qu'elles veulent changer, mais en réalité, on veut bien un leader autoritaire, en tout cas un leader visionnaire, pour ne pas dire éclairé, qui puisse mener le pays vers l'avenir. Donc je poserai moi l'équation comme étant les forces du changement, quelques forces du conservatisme, et ensuite dans quel système politique? Est-ce qu'on veut, je dirais, un système démocratique avec une participation de la société à l'élaboration des solutions, ou bien on veut finalement un système extrêmement verticalisé, où finalement il y a des gens qui ont de très bonnes idées et puis les autres qui applaudissent. Oui. Est-ce que vous pouvez expliciter mieux ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quelles sont les différentes forces qui existent aujourd'hui en Algérie? Ici, on entend parler, à travers la presse, des généraux, du forum des hommes d'affaires, et puis de quelques groupes. Quelles sont exactement les forces qui peuvent jouer un rôle dans ce processus? Quels sont les acteurs? Il y a déjà les gens de la société civile, comme votre humble conférencier, qui essaye d'animer un débat public. À partir de Paris, ça vaut ce que ça vaut. Mais beaucoup de forces de changement à l'intérieur de l'Algérie. Vous savez, quand on raisonne en politique, combien de divisions, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement changer le système politique. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est peut-être aussi de dire le système sur lequel on veut aller, et en fait, quand on met en face justement un objectif de changement, à ce moment-là, les forces qu'on croit être opposées les unes aux autres, qui sont acteurs, qui ont par plusieurs biais des moyens de faire la décision, en tout cas de faire l'opinion, peuvent s'unir par rapport à un objectif. Comme dans toute société, madame, vous avez bien évidemment
l'État profond, comme vous le trouvez dans plusieurs pays, je citerai même les États-Unis. Vous avez bien évidemment des partis d'opposition et des partis de pouvoir qui transmettent un message et qui élaborent peut-être un message et des solutions. Et vous avez la société civile. Aujourd'hui, ce qu'on voit s'exprimer, c'est beaucoup la société civile, c'est beaucoup de jeunes qui disent bon, voilà, le discours d'avant, on n'en veut plus, on veut autre chose. La difficulté qu'il y a peut-être aujourd'hui, c'est que cette autre chose n'est pas encore suffisamment structurée pour pouvoir dire exactement voilà où on veut aller. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations et de volonté de changer l'ordre établi. Ensuite, il faut structurer, alors je dis ensuite, mais ça se fait en parallèle. Il y a des personnalités, notamment des personnalités au sein des droits de l'homme, des institutions des droits de l'homme, qui ont un parcours militant extrêmement fort au sein, comme Maître Bouchéchi, comme un certain nombre d'autres personnalités qui ont toujours défendu les droits de l'homme, qui ont toujours défendu le système démocratique, qui peuvent être un porte-voix, je dirais, sage de la revendication d'une jeunesse qui bouillonne. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres acteurs très jeunes. Peut-être que je vais vous surprendre, madame. Vous connaissez probablement l'histoire de l'Algérie et probablement l'histoire du 1er novembre. Aujourd'hui, c'est un symbole immense pour la jeunesse. Vous avez beaucoup de jeunes qui se considèrent comme à l'image des gens qui ont déclenché la révolution. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on croyait que ce peuple était endormi, que ce peuple n'avait pas de voix, n'avait pas d'expression. Aujourd'hui, il y a une forte expression, je dirais même une forte expression extrêmement révolutionnaire. La question est de savoir comment structurer et proposer. Et ça, c'est une réelle difficulté qui fait qu'aujourd'hui, les forces du changement, elles sont poussées par des espoirs, mais il faut qu'elles se structurent. Et dans la structuration, il y aura plusieurs acteurs. Bien évidemment, comme dans tout pays, vous parliez des généraux, vous parliez des forces de l'argent. Comme dans tout pays, elles ont un poids à travers plusieurs relais. Elles s'expriment en Algérie peut-être d'une manière un peu plus... Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Vous savez, comme dans tout pays, les contre-pouvoirs, finalement, c'est la voix des lecteurs. Et puis un certain nombre d'intellectuels ou de sociétés civiles qui disent non, on voudrait un système qui soit un peu plus juste, qui soit un peu plus équilibré, où il y a une redistribution qui soit un peu plus garantie. Voilà. Madame? En Algérie, vous connaissez bien, il me semble que le report des élections, disant il faut faire un conseil, entendre tout le monde. En France, on le critique beaucoup. Je pense qu'on le critique moins en Algérie. Parce qu'il y a une recherche de médiation qui existe et qui est sérieuse et d'hommes suffisamment compétents pour faire partie du nouveau gouvernement. Moi, c'est un peu comme ça que j'analyse ce report. Avec, heureusement, on peut dire, l'aiguillon des jeunes qui n'ont pas, comme vous dites, participé au 1er novembre et qui, pour eux, c'est une nouvelle entrée dans l'histoire de l'Algérie. Absolument. Écoutez, la question des élections, personnellement, c'est un avis. C'est un avis personnel, je n'engage que moi-même. Moi, je considère que c'était totalement biaisé au départ. La question s'est posée peut-être il y a 1 an, où on se disait à ce moment-là, est-ce que les élections étaient ouvertes et quels seraient les candidats qui pourraient participer à un processus avec les règles de contrôle du processus électoral. À 3 mois de l'échéance, il n'y a plus rien. Je veux dire, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de campagne électorale. Donc quelque part, moi je dirais, je l'ai écrit, pour moi, on a retardé au maximum l'échéance pour pouvoir faire un choix par défaut. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que nous vivons. Il y a des gens, des cercles, des personnalités qui, de toute façon, à
82 ans malade, il était évident que voilà, il n'y avait pas d'avenir, c'est tout le passé. Et donc, qui voulait la suite, qui parlait de la continuité, qui parlait de beaucoup de choses, et qui finalement n'avait absolument aucun intérêt de passer à un processus électoral. Tout simplement parce qu'ils sont incapables de gagner les élections, tout simplement. Je veux dire. Et même avec, je dirais, un système extrêmement sophistiqué de fraude, ça ne passera pas. Il y en a qui ne pouvaient pas passer par la voie électorale. Et donc, si vous voulez, cette élection, elle a été posée, elle a été d'ailleurs imposée, puisque des discussions avaient été entamées, en tout cas à travers un certain nombre d'articles de presse, cette déclaration d'hommes politiques, notamment un mouvement islamiste qui est représenté par le MSP et donc par M. Mokri, qui lui a témoigné publiquement d'un entretien qu'il a eu avec le frère du président en disant qu'il ne souhaitait pas se présenter. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et que malgré tout, on l'a vu au 5e mandat. Donc, je veux dire, finalement, l'élection n'était qu'un moyen, si vous voulez, de couvrir un processus de succession. Aujourd'hui, on se rend compte que ça mène vers une impasse. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un peu de précipitation vis-à-vis de la représentation diplomatique française qui a appelé au maintien des dates et au maintien de l'échéance. Ce n'est pas du tout les enjeux qui se font en Algérie. Aujourd'hui, maintenir une élection dans ces conditions-là, ça veut dire avoir un face-à-face entre un président qui est totalement absent, qui est capable de faire une campagne, et finalement un général-major. C'est ça, les deux. Non, M. Guédéry, qui est un général-major, il ne s'est pas encore retiré. Probablement il va le faire, puisque politiquement il a été abandonné par beaucoup de ses soutiens, notamment son responsable de campagne, etc. Mais qui est un homme, je suis allé voir à sa conférence de presse, c'est un homme inconnu, qui est apparu à 5 mois, qui a fait beaucoup de déclarations publiques à travers les articles de presse pendant 3-4 ans, et puis qui est apparu à 4 mois des élections en disant voilà, je suis candidat et je vais gagner. Ça permet de rebondir sur la question qui m'a semblé très intéressante aussi. Est-ce qu'à votre avis, on peut faire une espèce de schéma pour montrer quels sont ces contre-pouvoirs émergents, plus idéologiques à mon avis que réels? Encore que chez les patrons, il faudrait effectivement voir qui ça représente. Est-ce qu'on peut faire une espèce de schéma pour rendre compte de cette floraison? Alors c'est très compliqué parce que pour avoir un système de représentation économique qui soit le reflet d'un projet ou le reflet d'une vision, il faudrait qu'il y ait des règles du jeu économique qui soient plutôt viables. Aujourd'hui, nous avons un système qui distribue un certain nombre de prébendes, c'est connu, avec des acteurs qui se sont peut-être autonomisés vis-à-vis de ce système et qu'aujourd'hui ont une plus grande liberté pour dire non, je veux fonctionner autrement. Mais malheureusement, le système économique dans beaucoup de pays issus des blocs socialistes avait, je dirais, une très forte intervention politique, même dans d'autres sphères. Donc, aujourd'hui, les forces du changement, on a beaucoup focalisé sur le FCE, qui est en fait le patronat, le forum des chefs d'entreprise, qui est le patronat où il y a eu des défections dernièrement. Je dirais, vous savez, je vais utiliser une image, on va peut-être me le reprocher. Et, vous savez, dans l'esprit, dans beaucoup d'imaginaires algériens, on regarde l'histoire de la Russie, puisque finalement c'est un pays socialiste, avec une forte présence militaire dans l'establishment, et qui a vécu, je dirais, une démocratisation, entre guillemets, en tout cas un changement de système, et avec un Eltsine qui a fait finalement chuter le bloc communiste, et puis Poutine qui est venu réunifier les forces pour mettre un cap. En fait, c'est quand même un schéma qui plaît à beaucoup. Ça, c'est intéressant. C'est quand même un schéma qui plaît à beaucoup. Et pour fondre ce schéma-là, qu'est-ce qu'il a fait Poutine? Il a mis au pas ses patrons, et ceux qui l'ont d'ailleurs amené, il les a mis au pas, et puis ensuite il a dit voilà, je veux une Russie forte.
et vous allez tous me suivre et vous donner le cap, et c'est un pays qui fait des progrès malgré tout. Hein. Et donc, juste pour terminer ma phrase, dans ce schéma-là, bien sûr, il faut bien montrer un FCE qui soit très présent, qui soit incontrôlé, incontrôlable, qui soit très gourmand, et donc il faut ensuite un chef fort pour remettre le cap, etc. Donc dans tout ça, il y a beaucoup de, je dirais, il y a peut-être du vrai, il y a certainement du vrai, parce qu'il y a, comme dans tous les pays, les puissances de l'argent, il y a aussi beaucoup de préparation de ce que pourra être demain l'homme fort du pays. Et toute l'équation qui se joue dans la succession de Bouteflika, c'est est-ce qu'on veut un homme fort du pays qui puisse regrouper autour de lui les forces qui permettent de donner un cap à définir, je ne sais pas qui va le définir, mais en tout cas, voilà, autour d'une personnalité forte, comme l'a été M. Zeroual, comme l'a été M. Boumedienne, etc. Ou bien on veut finalement un système un peu plus démocratique, un peu plus ouvert, où finalement la société civile peut remonter des solutions et peut remonter des propositions, et avec une participation dans un système institutionnel où il y a un parlement qui est un contre-pouvoir, qui permet un certain nombre de contrôle de l'action publique. Ça, c'est une question majeure. Je crois pour un artiste, c'est vraiment très intéressant. Je veux savoir si la disparition